Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment est-ce que tu vas, mon bon Ker ? Oui, Greg, je suis ton Caire. Bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Écoute, vraiment, je trouve ça trop marrant comment tu as choisi de t'habiller. Ton haut de vêtements est vraiment énorme. On a l'impression que c'est Télé-Radio Bien Foot, la radio de la bière du foot. On est là pour parler de foot et de cinéma et un petit peu de bière. Ker, C'est du basket, gros, hein. dis-moi, ou plutôt bio. T'es comment ? En tout cas, tu as mis le style Très bien. pour nous parler du point pognon. Est-ce que tu commences par le point pognon, mon cher Ker ? Ouais, j'enlève mon casque de Kylo Ren, vous avez tous reconnu. Et du coup, je vais commencer par le pognon et vous parler des Gardiens de la Galaxie, qui est en deuxième semaine, 10 jours. Il lui a fallu 10 jours pour taper Ant-Man and the Wasp Quantumania, le précédent Marvel sorti au cinéma, qui, rappelons-le, est un gros bide. Et les Gardiens de la Galaxie, ça n'est pas le cas. Alors, premier week-end, les estimations étaient plutôt bonnes. Au final, ça a été un peu en dessous de ce qu'on avait attendu sur le sol américain. Par contre, un peu supérieur au niveau de l'international. Et là, après 10 jours, les Gardiens de la Galaxie sont au-dessus de 530 millions de dollars au moment où on vous parle. Et pas au moment où vous regardez. D'ailleurs, au moment où vous regardez, eh ben, vous savez dans quelle équipe va jouer Wembanyama. Et pas nous. Et vous avez de la chance. Tout ça donc pour dire que les Gardiens de la Galaxie, c'est donc un demi-milliard, donc c'est plutôt pas mal. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il va réussir à les taper les 750, je crois, du premier? Bon, on verra. Mais en tout cas, je vous dirai pourquoi après. Mais c'est un bon démarrage pour les Gardiens de la Galaxie 3. C'est un film qui n'a perdu que 49% de son audience entre son premier et son deuxième week-end. Vous allez me dire que 49% c'est beaucoup, mais c'est quand même en dessous de la moyenne. Ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce à un très bon bouche à oreille. D'ailleurs, si vous voulez retrouver notre critique, elle est sur la chaîne. Si vous voulez également retrouver une vidéo théorie sur les Gardiens de la Galaxie 3, elle est également sur la chaîne. C'est quels gardiens reviendront plus tard dans le MCU. On vous invite à la regarder. Donc voilà pour les gardiens. Moi, mon cher Greg, je pense que les gardiens ne feront pas le milliard. Ça, déjà, c'est une certitude pour moi. Là, ils vont être malheureusement foudroyés dans leur lancée par Fast and Furious 10, qui logiquement devrait être un gros succès. Et j'en parlerai un tout petit peu après. Mais avant ça, je veux juste vous parler de Super Mario Bros. Comme chaque semaine, depuis quelques semaines maintenant. Le film vient de sortir en version digitale, donc ça va logiquement casser son exploitation en salle, en tout cas la freiner de manière drastique. Toujours est-il que le film a passé les 1,2 milliards au box-office et que c'est le plus gros succès de l'histoire de Illumination, donc le studio qui a fait Super Mario Bros. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans les sorties récentes ? On peut parler de l'énorme flop qui a été Shazam, puisque la Warner a acté que l'exploitation en salle du film se terminerait à 133 millions de dollars seulement. Donc le film n'est absolument pas rentable et on va avoir du mal à revoir Zachary Levi sur un écran dans le rôle de Shazam. Puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Autre flop, mais ça on le regrette. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui n'a fait que 200 millions de dollars à travers le monde. C'est vraiment peu. Lui aussi, il n'est pas rentable. Par contre, il y a eu un bon bouche à oreille, ce qui fait que du côté de la Paramount, on est plutôt confiant sur son exploitation en VOD. Le film est d'ailleurs sorti en VOD aux US. Et il arrive sur Paramount+, là, donc aux États-Unis aussi. Donc du côté de Paramount, on est confiant sur son exploitation VOD, revente de droits, etc. de diffusion qui devrait permettre à Donjons et Dragons d'être rentable au final. Mais ça arrive très souvent d'ailleurs avec les VOD. Sinon, un autre truc au niveau point pognon, mon cher Greg, pour te dire qu'il y a eu un film français qui a méga cartonné. Et non, Guillaume Canet, calme-toi, je ne parle pas d'Astérix. Calme-toi. C'est Aka. Aka, qui est un film Netflix avec Alban Lenoir, que je vous conseille d'ailleurs, très bon divertissement pour adultes. C'est une sorte de John Wick à la française, comme il y a plein de journalistes qui aiment le présenter. Mais il y a un sous-texte que j'ai trouvé intéressant dans ce film et des scènes d'action très, très réussies.
Il y a Eric Cantona également dans le film. Et Aka, donc, qui est sorti le 28 avril, en 10 jours, a été vu 81 millions d'heures sur Netflix. Et il était le premier film donc français à être premier film tout court regardé sur Netflix à travers le monde. Alors là, il s'est fait dégager sans aucune retenue par Jennifer Lopez et son film Mother. Mais toujours est-il que Aka est un gros succès. Bravo à Alban Lenoir et leurs équipes, puisque c'est un projet qu'ils avaient en tête depuis 15 ans. Donc voilà. Et si vous l'avez pas vu, Aka, je vous le conseille. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. Eh bien, merci Kerr pour ce point pognon, ce petit dollar vert qui brille dans tes yeux. Tout le monde voit cette petite flamme, cette passion que tu as pour l'argent. Eh bien, j'ai envie de te dire, si toi tu parles d'argent, moi je vais vous parler de grève, évidemment. Oui, bah, vas-y. Oui, parce qu'il faut faire un point. D'ailleurs, on en parlera pas mal dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, hein, parce que la grève des scénaristes est amenée à durer et elle a déjà des grosses conséquences. Et je vous invite à revoir la vidéo news précédente parce que Greg en parlait déjà beaucoup. Mais dis-nous un petit peu où on en est dans cette grève des scénaristes. Ce qui est sympa, c'est qu'elle dit que j'en parlais beaucoup, pas que j'en parlais bien, vous aurez remarqué. Et donc en fait, on va parler donc de rapidement. Je ne parle pas de l'évidence, tu vois. Le matin, quand je sors, je dis pas tiens, il y a le soleil. C'était évident que tu en avais bien parlé. Donc j'avais pas besoin de le préciser en fait. Alors, du coup, je vais essayer d'en parler du coup. Donc il y a plein de projets qui sont pas annulés, mais qui sont reportés ou en tout cas avec des périodes d'arrêt sans nouvelle date de sortie. Et donc dans la catégorie, les producteurs sont, les scénaristes sont en grève. Et évidemment, je vais parler de Blade. Blade qui est également mis en pause complètement, sachant que c'est la deuxième fois que Blade est en pause. La première fois, c'était fin d'année dernière parce qu'ils n'avaient plus de réalisateur, ce qui est assez cocasse. Et cette fois-ci, ils n'ont plus de scénariste. Donc c'est normal. Ne paniquez pas, vous inquiétez pas. Blade, même dans le noir, il vous trouve les vampires. Donc ça devrait bien se passer. Du côté Star Wars, eh bien il y a la série Andor qui est donc également mis en pause, donc la saison 2, et Mando saison 4 est également mis en pause. Les deux informations sur les séries Star Wars viennent de The Hollywood Reporter, c'est pas des annonces officielles. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a quelque temps, vous aviez dit que Favreau avait annoncé qu'il avait écrit tous les scénarios de la saison 4. C'est entièrement vrai, et vous regardez bien nos vidéos, merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Mais le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut quand même mettre Mando en pause ? C'est parce qu'un scénario, c'est bien, mais une fois qu'il y a un tournage, souvent, il faut adapter le scénario. Parfois, on trouve qu'une réplique est mieux quand elle est un petit peu changée avec la réalité des acteurs qui sont entraînés, etc., etc. Donc, un scénario évolue vraiment tout au long de la vie du tournage. Et s'il n'y a aucun auteur sur le tournage pour aider, ça reviendrait à faire un truc un petit peu sans filet. Et donc, ils ont préféré faire une pause. Du côté des autres projets Star Wars, est-ce que tu voulais en parler, mon cher Kerr, ou tu veux que je Oui, je veux réagir à ce que tu dis, parce que ce que tu dis est tout à fait vrai. Hein. Le scénario évolue au cours de la production. Mais il y a aussi un autre problème, et c'est peut-être un des problèmes les plus importants actuellement autour de la grève, c'est qu'il y a les gros majors sont en train de mettre la pression sur les showrunners. Et sur les équipes qui travaillent actuellement sur les tournages en disant ok, il y a la grève des scénaristes, mais vous continuez de bosser. Et à côté de ça, il y a le syndicat donc des scénaristes qui est un peu en train qui intervient pour dire notamment à Tony Gilroy, le showrunner de Andor, ils lui ont fait remarquer qu'il n'était pas solidaire et qu'il cassait la grève. Et du coup, Tony Gilroy, qui est le showrunner et qui est vraiment l'âme de Andor, a cédé du côté du syndicat en disant moi je me retire, je ne fais plus rien sur Andor tant que la grève n'est pas terminée, alors que Disney lui avait demandé de le faire. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que même si le scénar est prêt, il y a une pression, mais il y a aussi une solidarité. C'est là-dessus que je voulais évoquer. Il y a beaucoup de solidarité des showrunners, de certains producteurs, de beaucoup d'acteurs qui disent ok, écoutez, les scénaristes sont en grève, nous on arrête aussi et on est solidaires du truc, et donc on ne travaille pas sur tout ce qu'ils appellent les aspects de production non écrits.
Donc voilà, c'est plutôt intéressant, mais c'est aussi très important parce que c'est une des raisons qui est en train de mettre un stop à de nombreuses productions. Donc tu as parlé d'Andor, Mando aussi, puisque Favreau avait dit que le scénar était déjà bouclé et comme on l'avait dit dans une autre vidéo, ça fait un moment qu'ils ont dit que Mando la saison 4 était écrite. Donc voilà, il y a ça à retenir sur Andor. Et tu sais que dans les précédentes vidéos, on s'était marré en disant il y a la grève des scénaristes, il y a qu'une seule série qui ne va pas être embêtée par ça, c'est The Rings of Power, parce que on rigolait, ils ont pas de scénaristes. Alors, bien évidemment, humour grivoise, naner, les fans de The Rings of Power n'étaient pas contents. Enfin, les 4 fans de Rings of Power n'étaient pas contents. Non, je rigole. Toujours est-il que il y a une news qui est tombée et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Donc là, concrètement, recontextualisons un peu le truc. The Rings of Power, ils ont annoncé ils avaient écouté l'avis des fans du Seigneur des Anneaux qui globalement étaient déçus de la première saison et qu'ils allaient corriger le tir et notamment mieux travailler le lore, mieux le respecter, etc. Qu'il y avait vraiment un gros travail. Et comme Greg l'avait dit dans une précédente vidéo, il était étonné que le tournage de la saison 2 soit aussi rapide, aussi rapidement lancé après la saison 1. Et on pouvait être d'accord avec lui. Et là, en fait, ils ont donc t'as la grève des scénaristes. Et là, les mecs, ils disent non, mais nous, on s'en fout. Nous, on continue le tournage sans scénariste, sans showrunner. Et donc là, ils sont en train de tourner la saison 2. Les têtes pensantes ont quitté le navire. Donc là, vraiment, ça sent très très bon, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ça sent très très bon pour la saison 2 de The Rings of Power. Donc voilà. Et alors, autre projet, et là, par contre, c'est un peu plus embêtant. Parce que c'est une série qu'on préfère. Mais bon, on laisse sa chance au produit. Hein. The Rings of Power saison 2 peut-être arrivera à nous satisfaire. En tout cas, The Last of Us saison 2 est repoussée à une durée indéterminée puisque elle reprendra donc après la grève sa pré-production. Voilà. Donc je pense qu'on aura aussi pas d'infos sur le casting pour l'instant. Ils vont mettre le projet en stand-by. Il y a énormément de séries et de films qui sont bloqués actuellement par cette grève. Et alors je le redis, mais j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais je trouve que c'est important de le dire. Attendez-vous, et c'est pour vous préparer, attendez-vous à ce que Disney, Amazon, Netflix et tout profitent de cette grève des scénaristes pour dire bon bah comme la production de telle ou telle série a été mise en pause, on la reprendra jamais. Et donc attendez-vous à voir des séries auxquelles vous tenez disparaître définitivement. Voilà mon cher Greg, tu veux rajouter des trucs sur la grève ou on passe à autre chose ? Alors oui, moi je trouve ça quand même énormissime le fait, ce que tu racontais sur le Seigneur des Anneaux. C'est complètement fou qu'il y ait un tel aveu qu'ils en ont rien à foutre de l'histoire en fait. Ils ont juste un contrat, ils veulent balancer le Seigneur des Anneaux et c'est fait. Ce qui me fait réagir de deux manières. La première, c'est sur le Seigneur des Anneaux. Amazon justement vient d'annoncer, alors c'est sur le jeu vidéo, mais qu'il va y avoir un MMO Le Seigneur des Anneaux. Alors il y en a certains qui disent mais ça a déjà été annoncé. Oui, ça a été annoncé il y a très longtemps et ça n'avait ni eu de date, ni d'équipe, etc. Donc là, c'est l'équipe qui a fait le précédent jeu MMO New World. The New World, merci. Et donc c'est l'équipe qui fait The New World, donc le précédent MMO d'Amazon qui va s'en occuper. On n'a aucune info. Évidemment, vu qu'en ce moment tout ce qui sort d'Amazon et du Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu inquiétant. On va pas être en mode... Mais voilà, ça arrive très prochainement, je suppose, timé avec la sortie d'un des films, le film d'animation ou une des saisons. Mais bon, un MMO, c'est très long à produire. On va voir dans combien de temps ils nous le sortent. Et après, je vais réagir d'une deuxième manière, en fait, à ce qu'a rajouté K. C'est le fait qu'il y a l'air d'avoir vraiment une cohésion très forte entre les différentes équipes à Hollywood et pas que les scénaristes pour justement soutenir cette grève. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui ne la soutiennent pas s'en prennent plein la tête. Il y a Ortega, j'ai oublié son prénom. Jenna Ortega. Mais c'est pas qu'elle avait pas soutenu. Hein. Non, je sais bien. C'est différent. Et du coup, Jenna Ortega, en fait, elle a juste, dans les podcasts, dit qu'elle avait beaucoup participé à l'écriture de Wednesday,
il y avait des choses qui ne lui allaient pas. Elle pensait qu'il n'y avait pas de raison, que ça n'allait pas avec Wednesday pour que il ne fallait pas qu'il y ait de trio amoureux. Il y a un moment dans le scénario, elle disait qu'elle était très contente du drop, elle pensait que ça n'allait pas. Et bref, et donc elle a fait tout un podcast pour expliquer tout ce qu'elle a apporté au scénario. Et du coup, eh bien, il y a de nombreux scénaristes en grève qui ont dit eh ben, puisque t'es une scénariste, t'es une scénariste, pourquoi tu te mets pas en grève comme nous? Et donc, en gros, sur cette histoire, il faut bien voir que là, la grève, elle prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui sont alliées en fait, à cette grève. Et donc, ceux qui ne le sont pas, en fait, sont tous en train de s'en prendre un peu plein la tête pour justifier et faire continuer cette grève. C'est les signes d'un mouvement qui est dur et qui va continuer à durcir. Je rappelle que tous les jours, devant le siège social de Netflix, il y a des scénaristes en grève, donc et des acteurs, beaucoup d'acteurs aussi. C'est en plein en cours. Voilà. Est-ce que tu veux enchaîner après, avec si une news? tu permets une remarque quand même là-dessus, c'est que, alors oui, il y a des réalisateurs qui font grève, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui font grève, etc. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont aussi scénaristes. Donc il faut quand même le prendre en compte. Et alors je trouve que la remarque sur Jenna Ortega est ridicule. Là, ça c'est mon avis perso, mais Jenna Ortega, ça a été confirmé qu'elle a participé au scénario de Wednesday, et ça a été confirmé lors de la sortie qu'elle avait vraiment aidé à améliorer le scénario. Donc là, la tacler parce qu'elle a aidé à améliorer l'œuvre dans laquelle elle a quand même un rôle majeur. Je vois pas déjà en quoi c'est insultant envers les scénaristes. Et là, il attaque en fait, alors que juste de l'aveu qui avait été fait au moment de la sortie de Wednesday, il attaque le pas parce qu'elle fait leur travail là où ils ont peut-être été un peu à l'ouest, quoi. Car en fait, il attaque le pas parce qu'elle fait style, elle est scénariste, c'est pas la problématique. C'est qu'en fait, ils lui disent, puisque tu dis que tu participes au scénario, du coup, sois en grève. C'est bien, c'est pas bien. Non, mais d'accord. En fait, c'était juste pour je suis d'accord. prendre mais le c'est point aussi de un dire... tacle. C'est aussi un tacle sur le fait qu'elle avait ouvert sa bouche au moment de la sortie de Wednesday en disant oui, j'ai amélioré le scénario. C'est quand même moi je le vois vraiment comme une petite vengeance et vraiment un coup bas, quoi. Enfin voilà, bon, j'enchaîne mon chagrin comme tu me le demandais avec une info catcher. Eh oui, une info catcher. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient catcheurs avant. Il y a bien évidemment comment il s'appelle là, tu sais, Dwayne Johnson, président américain. Dwayne Johnson, alias The Rock, bien évidemment. Il y a John Cena, et il y a aussi un acteur qui a complètement disparu, que j'aimais bien dans les films d'action, et qu'on l'avait vu notamment dans Expendables, mettre des gros coups de poing dans la tronche de Sylvester Stallone, c'était Steve Austin. Et là, il y a un nouveau catcheur, lui est catcheur depuis très longtemps, mais il y a un nouveau catcheur qui va passer devant la caméra. C'est Seth Rollins, alias Freakin'. Donc lui, il fait du catch depuis 2005. Il a notamment, et c'est rigolo, mais enfin c'est pas rigolo puisqu'en fait ils se sont tous affrontés, mais il a affronté John Cena. Et là récemment, le 1er avril, ça n'est pas une blague, il a affronté Logan Paul. Il a déjà eu un rôle, mais il faisait juste un caméo. C'était dans Sharknado 4. Je pense que vous vous rappelez tous de son intervention. Et donc ce Seth Rollins, et il va jouer dans quoi? Il va jouer dans Captain America New Order, donc le prochain Captain America. Donc voilà, il y a des premières photos d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la toile, d'Anthony Mackie en Captain America avec son costume très sobre. Donc voilà mon cher Greg. Un autre truc que je voulais dire aussi, c'est Michael J. Fox qui a parlé de Retour vers le futur. Alors on sait que Robert Zemeckis dit que le temps qu'il sera vivant, il y aura pas de suite et de reboot et de quoi que ce soit autour de Retour vers le futur. Michael J. Fox lui est beaucoup moins beaucoup plus terre à terre, et il a dit que pour lui c'était une évidence que Retour vers le futur allait revenir, pas avec lui, ça très clairement. Moi, en même temps il est très malade, mais on peut même comprendre très clairement à ses propos qu'il fera même pas de caméo, rien du tout. Donc il dit qu'il avait aucun doute sur le fait que ça allait revenir. Par contre, il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça reviendrait. Est-ce qu'ils ont il dit, est-ce que vous aurez une meilleure manière de raconter l'histoire? J'en doute. Et il termine son intervention à ce sujet en disant, en tout cas, faites ce que vous voulez, c'est votre film, moi j'ai déjà été payé. On sent vraiment que Michael J. Fox est gavé, et je pense que c'est pas et il est pas gavé par les questions, parce que ça revient très souvent. Est-ce que vous êtes pour ou contre un reboot de Retour vers le futur? Je pense juste que là en off ils sont en train de mettre la pression
pour faire revenir Retour vers le futur. Il faut dire que c'est une des dernières grosses franchises, on va dire des années 80-90, qui n'a pas été réexploitée de nouveau, tu vois. Il y a pas, bon, il y a E.T., mais là, par exemple, tu vois, il y a une série animée Gremlins. Enfin, donc voilà. Bon, moi, je suis farouchement pas pour ça, mais c'est comme ça. Je voulais faire un mea culpa, un nouveau mea culpa autour de Jeremy Renner. J'en ferai assez souvent. D'ailleurs, mon cher Greg, tu m'as dit qu'il se déplaçait en fauteuil électrique. Ça m'a choqué. Donc, il a Alors, vraiment... parce que tout le monde ne va faire la même remarque, il marche avec une canne, il marche, mais c'est tellement douloureux qu'il est obligé de se balader avec, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs où tu es assis, qui sont pour handicapés électriques, là, et au jour, et voilà. Ouais. Toujours est-il que moi, ce qui mon mea culpa, c'est quoi? C'est que là, je viens de regarder la première saison de Mayor of Kingstown, dans lequel Jeremy Renner a le premier rôle, série qui étonnamment n'a pas fait beaucoup parler, série de Taylor Sheridan, qui est le papa de Yellowstone, où Jeremy Renner est excellent. La première saison est excellente, mais vraiment excellente. D'ailleurs, je vous invite à sauter dessus. C'est vraiment une très très bonne série. Et la saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur Paramount Plus en France. Elle est déjà sortie, elle a été diffusée au début d'année 2023 aux États-Unis, sur Paramount Plus toujours. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une saison 3 de Mayor of Kingstown qui va arriver. J'espère vraiment. C'est extrêmement prenant comme série. Je crois que j'ai mangé la première saison en 2 jours, Greg. J'ai vraiment adoré. Et le truc, petite anecdote, c'est qu'en fait, pour la promo de la saison 2, donc la série était tournée, mais ils ont sorti la saison 2 peu après l'accident de Jeremy Renner. Et sur l'affiche promotionnelle de Mayor of Kingstown, il y avait donc Jeremy Renner blessé au visage, avec une coupure. Et en fait, pour éviter tout, enfin, pour que les gens qui voient ces affiches ne fassent pas un lien avec son terrible accident, ils ont complètement refait l'affiche et il n'y apparaît plus blessé, donc ça c'est vraiment une anecdote. Mais j'avais envie de parler de Mayor of Kingstown et de Jeremy Renner parce que je trouve que la série et l'acteur méritent qu'on en parle. Il y a Aidan Gillen qui jouait Littlefinger, qui joue dans la série. Il est très bien aussi d'ailleurs. On le voit pas beaucoup, mais il est très bien. Il n'y a pas que lui. Il y a un très bon casting C'est dans normal, cette série. Et si tu permets, j'aimerais enchaîner avec une dernière news. Parce que j'ai parlé de Taylor Sheridan, donc soyons cohérents. Taylor Sheridan qui fait énormément parler, je pense d'ailleurs à un moment donné, il va falloir faire une vidéo sur ce mec. Parce que Taylor Sheridan, il fait l'actualité. Alors vous allez me dire, c'est qui Taylor Sheridan? Je vous la fais très vite. C'était un acteur dont la carrière ne perçait pas, qui a joué notamment dans les Sons, il jouait le shérif dans les Sons. Et en fait, le mec, au bout d'un moment, il s'est dit, bon ok, acteur, ça marche pas, moi j'écris bien, je vais commencer à faire des scénarios. Il a fait ça. Il a commencé aussi à faire de la réalisation. Et puis un jour, il s'est dit, mais mes scénarios sont hyper solides. Il a notamment écrit pour Denis Villeneuve. Donc, il est derrière Sicario. Donc, c'est lui qui a fait Sicario notamment. Et donc, tu vois, scénar solide, quoi. Et Taylor Sheridan, dans la foulée, s'est mis à créer des séries. Et là, il enchaîne les séries, mais il ne fait que des séries qui sont des pépites et aussi d'énormes succès. Yellowstone, c'est lui. Mayor of Kingstown, c'est lui. Tulsa King avec Stallone, c'est lui. Tous les spin-offs de Yellowstone, c'est lui. Donc le mec est passé d'acteur un peu, je crois que la vidéo on l'a fait là en fait. Il est passé d'acteur un peu complètement anecdotique. Il avait notamment joué dans Walker Texas Ranger avec j'ai oublié son nom et de moi. Chuck Norris et du coup il est passé à grand ponte à Hollywood. Et si je vous en parle maintenant, c'est pourquoi. C'est parce que Yellowstone, qui est vraiment, on va dire, dans les séries américaines, phénomène, c'est, je pense, la série après The Walking Dead, Game of Thrones qu'on peut citer sur ces dernières années, qui a eu une audience absolument dingue aux États-Unis, qui est devenu un vrai phénomène de société aux US.
avec plein de débats autour de la série, avec des audiences monstrueuses et tout. Et c'est une série que moi je trouve passionnante, avec un énorme casting et notamment porté par Kevin Costner, qui, moi j'ai toujours trouvé, est le point faible de la série. Et c'est malheureusement Kevin Costner, en tant que héros de la série et acteur qui était en conflit avec Taylor Sheridan et notamment sur des questions de planning, et ben annoncé qu'il allait qu'il quittait Yellowstone en pleine saison 5, alors que la saison 5 là actuellement a été mise en pause. La deuxième partie de la saison 5 se fera sans lui et ça sera terminé ensuite. Yellowstone va s'arrêter au bout de la 5e saison. C'est complètement dingue de se dire que ce qui est probablement c'est sûr, c'est la série là, c'est vraiment le porte-étendard de Paramount+, c'est une des séries les plus regardées aux US. Elle va s'arrêter parce que Kevin Costner se barre, mais attention, ils ont prévu la suite déjà. Il y a une suite avec Matthew McConaughey qui est prévue. C'est pas officiel pour l'instant. Matthew McConaughey est encore en négociation. Moi, j'espère qu'ils vont récupérer une partie du casting de Yellowstone, notamment Cole Hauser et Kesley Asbill, je crois son nom, qui sont 2 acteurs et actrices de Yellowstone que j'aimerais retrouver dans la suite. Yellowstone, c'est super. T'as toujours aimé les has-beens. Là, ils ont fait... De quoi ? T'as toujours aimé les has-beens. Pourquoi ? C'est pas le nom de l'actrice ? Asbill. Non, c'est Asbill. Et alors, moi, je vous conseille chaudement les spin-offs. 1883, c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. C'est un one-shot, hein, c'est 8 ou 10 épisodes. C'est vraiment dingue. Une série qui est très forte, magnifique musique. Un casting qui est original parce que la plupart des acteurs de 1883 sont en fait des chanteurs et chanteuses. Par exemple, on a la chanteuse qui avait fait la BO de Pearl Harbor, dont Faith Hill, voilà. Donc voilà. Et il y a une autre série dérivée qui est sortie récemment, qui est 1923, avec Harrison Ford et Hélène Mirren. Rien que ça. Donc, et là, ils ont une dizaine de projets autour de Yellowstone, mon cher Greg. Donc là, vraiment, la machine Yellowstone est loin de s'enrayer. Par contre, la série mère, Yellowstone même, va s'arrêter à cause du départ de Kevin Costner. Moi, j'ai le seum. Mais bon, voilà. À toi, mon cher Greg. Eh bien, ma news suivante, c'est une petite news, mais je vais l'enchaîner avec un truc un peu plus intéressant après. La petite news qui est je pense assez marquante, c'est Tarantino, donc il y a un podcast qui expliquait que à l'heure actuelle, il pense que donc son 10e film sera son dernier film. Ça fait longtemps qu'il l'annonce, il voulait faire que 10 films, et il dit que il a l'impression que Hollywood le rejette. Et en fait, quand il dit pourquoi est-ce que Hollywood le rejette, c'est parce que le format dans lequel il existe, c'est-à-dire ces films d'auteur à moyen budget, est un format qui n'existe plus dans le monde actuel. Le monde actuel, c'est soit des très très gros budgets avec des licences de blockbusters, avec une IP, une propriété intellectuelle très forte, qui est, je sais pas, le Harry Potter numéro 40, le super-héros numéro 27. Et le truc, c'est que ça, c'est sur ça qu'ils veulent mettre beaucoup d'argent. Ils veulent plus mettre beaucoup d'argent sur juste un réalisateur. Par exemple, le prochain Tarantino. Et il expliquait qu'un prochain Tarantino, donc un nouveau réalisateur qui serait dans un réalisateur fort, avec des idées, etc., c'est quelque chose qui risque de ne pas exister dans la nouvelle version qu'Hollywood est en train de créer. Ou en gros, soit tu es un homme de main qui fait exactement ce qu'ils veulent pour faire le film de licence numéro 257, soit on te donne un tout petit budget et donc il faut que tu fasses une toute petite histoire. Et je trouve ça intéressant. C'est pas la première fois qu'il en parle. C'est son podcast de la semaine où on enregistre, c'est la fois où il en parle le plus longtemps. C'est assez intéressant. Si vous êtes curieux et que vous parlez anglais, je vous conseille d'aller le voir.
J'enchaîne avec une deuxième news qui, moi, est la news qui m'a le plus marqué de la semaine, même si je pense que, au regard des news du monde entier, elle n'est pas si incroyable. Mais c'est Babylon 5, pour ceux qui se souviennent de cette vieille série années 90 qui était diffusée en France sur Canal. Donc Babylon 5 était donc l'histoire d'une station spatiale, c'était un petit peu dans l'ambiance, un petit peu comme un Star Trek, où il y avait donc c'était une station qui se voulait être une espèce de zone de commerce et de diplomatie entre plein d'espèces différentes. Et du coup, donc Babylon 5, c'est une des séries SF qui m'a le plus plu. Je me souviens encore à l'heure actuelle de certains épisodes qui avaient vraiment des histoires particulièrement marquantes. Et vraiment, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Elle était très ambitieuse, mais avec un budget tout petit. Si vous revoyez des images, les trucages sont catastrophiques, mais on rêvait quoi avec le mec. Et le créateur, qui a un nom improbable, Michael Straczynski, si je ne me trompe, si c'est J. Michael Straczynski, si je ne lui massacre pas encore son nom, eh bien vient d'annoncer qu'il y aura un film d'animation basé sur la suite de Babylon 5. Il prend les acteurs de l'époque pour faire les voix, et je trouve ça... Donc c'est Babylon 6. C'est Babylon 6, on est d'accord? Non, c'est Babylon 5. Ok. Non, mais la suite. Et du coup, et accessoirement, en faisant la news, j'ai découvert, enfin, je me suis rappelé qu'il y avait une suite, un espèce de série spin-off qui était pour le coup vraiment nul, en tout cas, qui ne m'avait pas plu. C'était Babylon 6? C'était Babylon 7, ils avaient jeté un chiffre. Non, pas du tout, aucun rapport. Et donc, mon cher Kerr, puisque ça a l'air de vraiment te chauffer, non, mais sache que donc, c'est Warner Bros. T'es pas juste, parce que j'allais te poser une question sérieuse. Là, tu m'as donné envie de voir la série. Je voulais savoir si tu pouvais la comprendre sans avoir vu les 4 premiers. Écoute, je suis très content que ça te fasse marrer. Le truc, c'est que la série, pour essayer de répondre quand même d'une manière intéressante, la série, elle est vraiment impossible. C'est impossible de la regarder. Elle est faite en 4 tiers, en SD, avec des trucages vraiment tout pourris. Et c'est dommage, mais c'était vraiment un gros pied à l'époque au niveau SF. C'était vraiment très, il y avait des trucs qui étaient vraiment très SF, très très hard. C'était très chouette. Du coup, le truc, c'est que ça n'a pas de date, mais il y a des rumeurs que ça sortirait cet été. Donc, pour les fans de Babylon 5, on est peut-être 10 sur la planète, c'est un film qui sort cet été. Et ce qui est assez marrant, c'est vraiment, on est dans une époque où tout est recyclé. C'est-à-dire que si un truc qui vous a plu, genre il y a 25 ans, vous l'avez vu une fois, vous êtes le seul à connaître et tout, enfin, pas que je sois le seul à connaître Babylon 5, ni les 4 d'avant. Et la Caris, mais quoi? Il y en a 4 avant? Vraiment? Non, pas du tout. Et du coup, le truc, c'est que on est dans une époque où tout va être remake, tout va être refait. C'est comme ça en ce moment. Toi, il y a un truc que tu rêverais voir remaké ou de la suite? Il y a un truc qui te parle plus qu'un autre? Battlestar Galactica, ça me plairait bien d'avoir une suite ou un truc dans l'univers. Ça me plairait beaucoup. Mais en respectant vraiment le charme, tu vois, de la série, quoi. Mais ça me plairait, Battlestar, ouais, vraiment. Je suis persuadé que ça va arriver. Mais le truc c'est même Battlestar, pas, tu peux être personne, ils l'ont annoncé déjà, donc. Non, mais le truc le problème de Battlestar, c'est que c'est vraiment pas si lointain. Il y a eu un spin-off, si je me trompe pas, Caprica. Ouais. Qui était vraiment pas terrible. Enfin, vraiment, autant Battlestar, j'ai trouvé que c'était ouf, autant Caprica, ça m'a pas trop parlé. Et du coup, je pense que potentiellement les gens vont se souvenir de Caprica et que ça va peut-être un peu ralentir la hype sur tout ce qui pourrait sortir dans la licence Battlestar. Mais bon, après, sur un bon contenu. Ils l'ont déjà annoncé, hein, le nouveau projet. Hein. Après, tu sais, ils font des remakes des suites de séries qui sont sorties il y a moins de temps que Battlestar Galactica. Hein. Donc voilà. As-tu des news ? Oui, j'en ai. Je vais vous parler du nouveau. Je vais y arriver. Ah oui, je vais vous parler de James Gunn et donc de son Superman Legacy. J'ai plusieurs trucs à dire. Alors avant de vous parler du casting qui est en train vraiment d'enflammer la toile,
petite sortie de James Gunn qui a parlé de ses 5 films préférés de super-héros, adaptés donc de comics. Et il a mis dedans Into the Spider-Verse, chapeau, Superman. Alors vous allez me dire, logique, puisque en fait il est en train de faire un nouveau Superman, donc voilà, il défend un peu sa crèmerie. History of Violence, donc avec Viggo Mortensen, Old Boy et Deadpool. Voilà, donc c'est du lourd quand même, il faut le souligner. Et sur Superman Legacy, il y a, alors peut-être qu'au moment où la vidéo est sortie, le casting est tombé. Ça serait étonnant, hein, parce que James Gunn, là, ses dernières sorties sur Twitter, James Gunn d'ailleurs communique beaucoup sur Twitter. Je trouve que c'est chouette, et il balance des infos que la presse aimerait avoir en répondant juste à des mecs comme vous et moi sur Twitter. Donc ça c'est plutôt cool. Et il fait des likes par exemple qui vont enflammer la toile, des gens qui vont en faire des théories, ils vont en tirer des conclusions, alors que en fait c'est juste un like. En plus, des fois on like des trucs sans s'en rendre compte. Mais enfin bref, c'est plutôt marrant le James Gunn sur Twitter. Et toujours est-il que sur son Superman Legacy, donc il y a quelques semaines, on avait dit d'ailleurs dans les news que l'annonce du casting n'allait pas arriver tout de suite, mais il y a beaucoup de rumeurs, et notamment des fuites sur ce qui est en train actuellement d'être travaillé chez DC du côté de James Gunn, et des différentes auditions. Et on va commencer par Lois Lane. Il y a une actrice qui apparemment a fait une audition où elle a crevé l'écran. Bon, pas littéralement l'écran parce que c'était une audition, mais c'est Rachel Brosnahan. Vous la connaissez probablement, elle a joué dans House of Cards où elle était excellente, et c'est elle qui joue Mrs. Maisel dans la série, qui a notamment été récompensée d'Emmy et de Golden Globes. Excellente série, Mrs. Maisel. Autre actrice qui est évoquée qui fait partie des rumeurs, mais enfin Rachel Brosnahan a vraiment une longueur d'avance apparemment sur tout le monde. Il y a 2 autres actrices connues, Emma Mackey qui est notamment de Sex Education et qui ne reviendra pas dans Sex Education. Donc là, elle s'est tournée vers le cinéma, et une autre actrice de série, Phoebe Dynevor, qu'on connaît bien puisqu'elle a joué, elle avait le rôle féminin le plus important dans la saison 1 de Bridgerton. Donc voilà. Et d'ailleurs, elle ne sera pas dans la 3e saison de Bridgerton. Et du côté de Superman, j'ai terminé Superman après. Je vais vous parler de Lex Luthor. Il y a un acteur qui est en train de sortir du lot. C'est Nicholas Hoult, qu'on verra donc à la fin du mois dans Renfield, le film où Nicolas Cage joue Dracula. Nicholas Hoult, qu'on a vu dans Mad Max Fury Road notamment, qu'on a vu qui jouait le fauve dans X-Men. Enfin voilà, Nicholas Hoult qui est un très bon acteur, et qui apparemment est le choix numéro 1 pour jouer Lex Luthor, même s'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'articles, notamment de la presse américaine, qui disent qu'en fait il est actuellement en pole position pour être Superman. Alors là, les dernières infos qu'on a, c'est pas du tout le cas, hein. C'est plutôt Lex Luthor, et là au moment où on vous parle, les dernières infos, c'est qu'il y a que lui pour l'instant qui est retenu pour jouer Luthor. Qui est dans la course pour Luthor. Pour Superman, alors là il y a plusieurs noms qui sortent. Je vais vous en parler de 2. Il y en a un qui revient très souvent, qui est David Corenswet, qui est un acteur qu'on a vu dans The Politician, la série Netflix, qu'on a vu également dans We Own the City, donc la série du papa de The Wire, et qu'on a vu récemment dans le film Pearl, qui est le 2e volet de la trilogie avec Mia Goth. Donc il était très bien d'ailleurs dans ce film. Donc lui, actuellement c'est celui qui est le plus évoqué pour jouer Superman. Et un autre nom qui sort beaucoup, et c'est Jacob Elordi. Jacob Elordi, c'est le baraquet tête à claque de Euphoria, qui est cité partout sur plein de projets. Il m'énerve, je peux pas le blairer lui. Et notamment cité pour être le prochain James Bond aussi. Donc j'espère qu'il sera ni Superman ni James Bond. Lui vraiment, je peux pas le blairer. Par contre, il joue bien dans Euphoria, mais vraiment. Ou alors c'est son rôle dans Euphoria qui fait que je peux pas le blairer. Bref, peu importe. Donc voilà, toujours est-il. Et aussi parce qu'il ressemble à Logan Paul. Et je t'entends pas, mon cher Greg. Et aussi parce que je trouve qu'il ressemble à Logan Paul. Du coup, exactement. Et C'est aussi pour ça que. Et donc en fait,
le mec joue un timbré, il ressemble à un timbré, et en interview, c'est peut-être le moins bon signe, il a effectivement l'air d'être un peu psycho. Donc, c'est vrai que ça ne donne pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui on a envie de passer sa soirée. Je te comprends. Ouais, puis dans Euphoria, il est vraiment... son personnage est vachement intéressant, mais il est quand même très souvent détestable. Donc voilà. James Gunn sur Twitter a réagi et a dit qu'il fallait vraiment pas se fier à ces infos, à toutes ces rumeurs et toutes ces infos qui fuitent. C'était pour l'instant des auditions. Il a dit que rien n'avait été tranché et que par exemple de très bons acteurs avaient fait des auditions et n'avaient pas eu le rôle. Il a pris l'exemple de Zachary Levi qui avait auditionné pour le rôle de Star-Lord et en disant que ça aurait été un super choix pour être Star-Lord, mais qu'il n'avait pas eu le rôle. Donc il a dit pour l'instant une seule personne a été castée définitivement dans Superman Legacy et il n'a pas un rôle de personnage régulier dans le monde de Superman. Donc c'est un personnage secondaire, très secondaire probablement. Et il y a aussi des infos qui circulent de plus en plus sur le fait que James Gunn a embauché au moins un acteur des Gardiens de la Galaxie dans Superman Legacy. Il y a beaucoup de rumeurs encore là-dessus et on est vraiment plongé dans la rumeur, mais le dernier truc qui tournait aujourd'hui, c'était qu'il avait cet acteur des Gardiens de la Galaxie avait obtenu le rôle de Lex Luthor. Donc ça contredirait ce que j'ai dit sur Nicolas Hoult. Et s'il y a un acteur des Gardiens de la Galaxie qui serait potentiellement Lex Luthor, moi, il y en a qu'un seul que je veux voir, c'est Dave Bautista. Très clairement, Dave Bautista, Lex Luthor, je le signe. Si c'est Bradley Cooper, non merci. Si c'est Chris Pratt, non merci. Si c'est Rocket, un raton laveur pour jouer Lex Luthor, je trouve ça chelou, mais ça n'est que mon avis. Voilà mon cher Greg pour les news de James Gunn et Superman. Ça enflamme la toile, hein. Superman, le nouveau film, il va nous tenir longtemps. Hein. En tout cas, toi, t'as l'air vraiment enflammé. Hein. Sens propre comme enflammé. Au figuré. Hein. Franchement, tu as l'air chaud. Je suis extrêmement fatigué et je lutte. À toi mon cher, enchaîne. Eh bien, pour te faire plaisir, donc des petites news et puis on passera au plus gros après. La première, c'est Beetlejuice 2 qui est pour rappel annoncé pour le 6 septembre 2024. Eh bien, William Dafoe rejoint au casting Michael Keaton et Jenna Ortega et c'est pour rappel Tim Burton qui reprend la réalisation. Non, encore une fois. Et Monica Bellucci aussi. Elle est au casting du film. Tout à fait. Puisqu'on est sur ces trucs du passé qui reviennent aujourd'hui, eh bien Disney est en train de travailler sur Freaky Friday 2 avec Jamie Lee Curtis qui évidemment est auréolé du succès de Everywhere All at Once. J'ai oublié une partie du titre. Everything Everywhere All at Once. Et Lindsay Lohan qui, d'après Hollywood Reporter, vont reprendre leur rôle. Voilà, je sais que ça plaira beaucoup. Tu sais que, accessoirement, je l'avais vu au cinéma. Alors que t'as refusé d'aller voir les Star Wars, c'est vraiment des choix de ciné de merde. Non, ça c'est pas vrai. J'ai vu au cinéma pour accompagner ma copine de l'époque et j'avais passé un moment assez désagréable, je dois le reconnaître. Très bien. Mais tu sais que j'avais vu aussi pour les mêmes raisons La Revanche d'une blonde avec Reese Witherspoon. Indiana Jones eh bien, est le cadran de la destinée. Donc le film, ouais, un nom, petits oignons. Le cadran de la destinée. C'est vraiment un nom qui fait, tu te dis. Ça te fait autant rêver que la dernière croisade, le temple maudit, le cadran de la destinée, tu vois, la fiche d'imposition en septentrionale. C'est vraiment un nom qui envoie du rêve. Et en fait, bon, j'en parle juste parce que donc il y a des nouveaux extraits, une nouvelle bande-annonce qui viennent de sortir il y a quelques jours. Et je regarde en ce moment Shrinking. C'est un moyen de vous parler un peu de Shrinking qui est sur Apple TV+ ou Canal+, suivant votre crèmerie. Et c'est hyper bien Shrinking. Et on voit vraiment un Harrison Ford vieux monsieur qui a du mal à se déplacer, qui est vraiment un vieux monsieur vieux, quoi. Et là, dans les extraits, on le voit en train de sauter.
il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou à faire de l'action à quelqu'un qui a du mal à vraiment à déplacer et à faire 500 mètres. Mais bon. Le pitch, pour si ça intéresse des gens, Indiana Jones, on est en 69, c'est le début, ou en tout cas on est en plein dans la conquête de qui sera le premier à aller sur la Lune, et Indiana Jones ne fait pas confiance à ces nazis qui sont embauchés par la NASA, pendant qu'un des voleurs, un ex-nazi, donc c'est Point Godwin, hein. C'est toujours Point Godwin, de toutes les manières, les Indiana Jones quelque part, et eh bien, visiblement a des plans pour lui-même, rendre le monde plus heureux, mais à sa manière. Bref, moi j'adore l'Indiana Jones, donc je vais y aller, mais franchement, il est trop vieux, quoi. Fallait lui trouver un apprenti, quelque chose. Enfin bref. Bah, ils avaient trouvé Shia LaBeouf, mais il a mal tourné, quoi. Dans le précédent, il jouait. En fait, il a mal tourné, fils, hein. oui et non. Le truc, c'est que il est un peu chelou, mais après, il est très engagé dans son rôle. Le problème, c'est qu'il s'entendait pas, quoi. Enfin, personne ne s'entendait avec lui. Oui, oui. Tu veux une autre news ou tu veux enchaîner par une à toi? Non, vas-y, fais une autre news. Alors, une autre Fais-moi news. rêver. Donc, il y a Hellboy, The Crooked Man, qui vient. Le tournage est terminé. Donc, c'est un film, Hellboy. Alors, déjà, l'info est incomplète puisque je ne savais pas qu'il avait commencé. Et c'est ça, en fait, tout le twist. C'est que là où plein de gens ne savaient pas que le film existait, eh bien, le papa de Hellboy, en fait, a mis sur les réseaux sociaux un message en disant « Il m'envoyait des photos tous les jours du tournage, c'est mon Hellboy préféré, c'est l'adaptation de mon Hellboy préféré, vous allez voir, ça va être génial. » Mais on ne savait pas que ce film existait. Donc, est-ce que c'est parce que et je pose la question de manière ouverte, hein. Est-ce que c'est ils ont fait énormément de communication, mais tout le monde en a rien à foutre, ou vraiment il n'y a eu aucune communication et aujourd'hui était le début de la communication de ce film. En tout cas, Mike Mignola, qui est donc le papa de Hellboy, lui trouve que c'est une des adaptations les plus fidèles et a vraiment hâte de pouvoir nous le montrer. Bon, on suppose. Et accessoirement, le réalisateur, c'est Brian Taylor, et le co-scénariste, c'est Chris Golden, si ça vous intéresse. Je te laisse à ta news d'après. Moi, j'en ai une dont j'ai très hâte de vous parler, qui est juste après. Mon cher Car, vas-y, dis-moi tout. Oui, mon cher Greg, j'ai encore quelques petites news et on va faire une série de ces séries qui sont annulées. Quel dommage, vous avez regardé les saisons précédentes pour rien. Et on va commencer par Big Sky, la série d'ABC annulée après 3 saisons. Elle a été créée par David Ickley, qui est notamment le mec qui avait fait Ali McBeal, The Practice, Boston Public, Big Little Lies, Goliath. Enfin, il a fait des grosses séries. Et la série a été annulée. C'est une série avec Catherine Winnick notamment et Ryan Phillippe. Alors il y a eu, j'en parle parce qu'il y a pas mal d'articles qui ont dit oui, Disney annule Big Sky. C'est pas le Disney, c'était vraiment diffusé sur ABC. Disney Plus avait la diffusion à l'étranger, et notamment en France. Autre série qui a été annulée après une saison, ça c'est la traditionnelle de Netflix, c'est Lockwood & Co qui n'aura pas de suite. Donc bah si vous avez vu la première saison, vous avez perdu votre C'est temps. pas Lockwood & Key Voilà. Non, Lockwood & Co. Pas Lock & Key. Et autre série qui, elle, n'est pas annulée mais s'arrête, malheureusement, c'est Archer, la série animée, après 14 saisons. Archer va nous abandonner. Moi j'adore cette série, hein. Donc je suis assez triste qu'elle s'en aille. J'avais encore quelques saisons à rattraper, donc ça c'est le côté cool. Voilà, et Big Mouth aussi a été reprolongé, mais ça sera la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Il y en a une aussi. Bon, écoutez, vous chercherez sur les internets du web. Et j'ai une dernière news, puisque j'ai parlé d'ABC avec Big Sky. Sachez que ABC a commandé par contre une adaptation américaine d'une série française. Bien évidemment, celle qui marche le mieux actuellement, c'est HPI, qui aux US s'appellera HPA. Non, pas du tout. Il s'appellera High Potential. Et au niveau du casting, c'est Kathleen Olson dans le rôle principal, Daniel Sunjata dans le second rôle. Et ça va débarquer aux États-Unis début 2024.
globalement. Donc voilà, HPI, le succès français qui passe donc l'Atlantique et qui se retrouve aux US. À toi, mon cher Greg. Est-ce que tu as encore des news? Alors, moi j'ai une news, ça démarre bien, ça part en vrille. Là, le début de la news, c'est qu'il y a des contenus très cool autour du prochain film The Flash qui viennent de sortir. Le Flash, c'est vraiment un des prochains films de super-héros, ça sort le 14 juin, donc dans vraiment pas longtemps. Et... Attends. Parce que quand t'as dit ça commence bien, ça part en cacahuète, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Ezra Miller, mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Je vais parler d'Ezra Miller. Donc, ça commence par quelque chose où tout se passait bien. C'est-à-dire que là, il y avait sur The Flash... Quelle est cette image? Ah oui, c'est bon. C'est Supergirl. C'est Supergirl. Et le rouge comme ça, je me suis dit, est-ce que c'était une image de The Batman? Et oui, donc The Flash, ça commence bien, il y a du nouveau contenu, il y a un nouveau trailer, des nouveaux extraits, et surtout, il y a quelques pistes de la bande-son qui sont sorties, et ça envoie vraiment beaucoup. La bande-son a l'air d'être extrêmement stylée. Elle m'a fait penser au meilleur moment des bandes-son de la première trilogie des X-Men, qui a quelques très bonnes pistes, ça m'y a fait beaucoup penser. Et du coup... Quand tu parles des X-Men, tu parles, je le précise juste, c'est First Case notamment. Non, je parle de vraiment la première trilogie. Ah, parce que moi, on en avait déjà parlé de la BO de First Case qui était excellente. Je ne suis pas là pour dire que la BO de First Case était catastrophique. Non, mais j'ai juste dit qu'elle me fait penser à la BO du Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Je ne voulais vraiment insulter les parents de personne. Et donc en fait, Ezra Miller, lui par contre c'est un peu l'inverse au niveau des parents, on va en parler. Donc j'ai vu plusieurs personnes qui disaient oui mais en fait Ezra Miller dans vos dernières news vous dites qu'il est pas gentil mais en fait c'est de l'intox, il est très gentil et tout. Bon, alors il vient d'être condamné. Il vient tout juste d'être condamné pour cette... Ah, mais il est gentil ou pas? Parce que moi j'arrive plus à suivre. La justice dit que non, mais peut-être en ton cœur trouveras-tu la parole, le moyen de lui pardonner, Seigneur, pour lui pardonner. Ça te regarde. Mais du coup, donc, alors, et accessoirement, les jugements au tribunal qui sont rendus auprès d'Ezra Miller sont aussi incompréhensibles que la communication autour de Ezra Miller par Warner. Je vais m'expliquer. Donc, en mai dernier, l'acteur s'était introduit dans la maison d'un voisin et avait volé plusieurs bouteilles d'alcool. Donc, ça s'appelle aux États-Unis une intrusion illégale. Alors, je ne connais pas les termes juridiques en France, mais je pense que ça s'applique pas mal. Et donc, en fait, là, le jugement vient d'être rendu. Il a plaidé coupable. Donc, est-ce que vous pensez il a plaidé coupable lui-même? Et alors, il devait avoir une amende qui pouvait aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars, et il n'a eu que $500. Vous allez vous dire, c'est un peu étrange, il a beaucoup d'argent, ok. Mais par contre, ce qui est encore le plus étrange, c'est qu'il risquait jusqu'à 25 ans de prison, et à ton avis, donc il a plaidé coupable. Il pouvait avoir jusqu'à 25 ans de prison, combien de temps a-t-il eu en tôle? Une semaine. Eh bien, il a eu 0. Il a eu 89 à 90 jours avec sursis. Je ne comprends... J'ai regardé plusieurs trucs. Je ne comprends pas du tout ce jugement. Alors, moi, soyons bien d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'une intrusion illégale, je pense qu'en mon âme et conscience, il faudrait la juger pour 25 ans de prison. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le système américain juge que ça peut aller jusqu'à 25 ans et qu'en fait, il a eu du sursis et 500 balles. Bon, de là à dire que s'il avait été d'une autre couleur de peau, il aurait peut-être pas eu la même chose. J'ai envie de dire, je prends pas trop de risques. Mais le truc, ce qui est fou, c'est qu'il continue d'être sur The Flash. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui dit un truc... il fait une mauvaise blague dans les années 90, il est viré dans la seconde. Ezra Miller, il est condamné pour aller en prison, il fait du sursis, et il n'y a aucun problème. Il continue. Mais parce qu'il y a trop d'argent en jeu sur The Flash. Et donc, c'est quand même un peu énorme. Donc, bon, alors c'est 200 millions de dollars le Flash. C'est des sous. Voilà, c'est des sous. Si vous et moi, on avait 200 millions de dollars, peut-être... D'ailleurs...
Est-ce que tu as remarqué quand même que sur la promo, par exemple, là, ces derniers jours, il y a beaucoup de Michael Keaton. Tu vois, Ezra Miller est très discret. Ah bah là, c'est sûr qu'il est plutôt discret, hein. Parce que là, s'il est pas discret, il va aller faire les. Ce serait marrant que la communication soit depuis le pénitencier de Folsom aux États-Unis, et pour lui poser une question, il faut lui donner une orange. Accessoirement, il qualifie lui-même ses troubles mentaux comme très complexes. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a l'air d'être en forme. Et pour rappel, parce que les gens vont dire ouais, mais en fait vous trouvez le truc du non. En fait ça c'est le bout de tout de suite. Ça fait plein de fois qu'il est condamné. Il a été condamné, donc il était accusé de harcèlement et de tenter de devenir le gourou d'une jeune femme mineure. Ça c'était en avril 2022. En avril 2022, il avait écopé d'une amende pour avoir jeté une chaise sur une femme et agressé 2 personnes dans un bar. C'est juste pour dire que sur les réseaux sociaux en ce moment, on voit plein de gens qui disent « Ouais, mais non, mais en fait, Ezra, il est sympa, c'est de l'intox. » Renseignez-vous. Aux États-Unis, il y a un truc qui est simple, c'est que tous les procès sont publics. Si vous ne croyez pas aux médias, renseignez-vous auprès des tribunaux. C'est eux qui disent qui est coupable et qui n'est pas coupable. C'est facile. Ensuite, en juin de l'année dernière, il y a eu un suivi sur le fait qu'il avait il avait tenté d'empêcher une jeune demoiselle mineure amérindienne de moins de 18 ans de retrouver ses parents. Là, l'histoire elle est un petit peu compliquée parce que la mineure a mis des messages sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas vrai, qu'il était très sympa. Les parents ont, eux, obtenu une restriction pour qu'il n'ait plus le droit de s'approcher d'elle à une certaine distance et disent que Ezra Miller est venu les menacer avec une arme. Dans tous les cas, que le truc avec la mineure, que c'est encore flou, c'est pas encore jugé, why not? Il est coupable 2 fois et il se considère lui-même comme quelqu'un qui a des troubles mentaux très compliqués à gérer et très durs. Donc, on va aller voir le film, je pense, avec Car et moi, The Flash, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Là, c'est vraiment le repris de justice qui est en train d'être... Tu sais qu'il y a pire que lui, hein. Dans les acteurs qui aujourd'hui continuent de tourner et compagnie. Moi, j'ai lu un... Il y a le mec de 7 à la maison, là. Lui, il est pas mal, mais il va pas tourner d'ici quelques jours. Non, il y a Jared Leto. Jared Leto, dans son parcours, ressemble énormément à Ezra Miller, dans ses frasques. Alors là, tu m'apprends un truc, c'est-à-dire... Ouais. Moi, je vais pas tout vous détailler parce que... Ah, c'était source j'ai perso. pas envie de dire de... Tu peux pas les dire. J'ai pas envie... D'accord. Non, mais j'ai pas envie de vous dire des trucs qui vont être faussés parce que j'ai pas la news devant moi. Mais j'ai lu un article très sérieux qui présentait des trucs sur Jared Leto. Ça fait sacrément flipper aussi, hein. Donc, il est pas tout seul, Ezra Miller. Ouais, enfin bon, pas tout seul ou... Moi, je pense que ce serait pas mal qu'il arrête de tourner, du coup. Et donc, peut-être qu'il fasse un petit don d'argent à quelques œuvres caritatives, ce serait pas mal non plus. Petite news high-tech, mais je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Il y a d'après Hollywood Reporter, donc il y a Yin Tao Yu, qui était en fait le boss de l'ingénierie des bureaux américains de TikTok aux États-Unis, qui du coup a dit qu'en fait il y avait bien chez TikTok un comité qui guidait les choix de la société pour faire progresser les valeurs communistes fondamentales dictées par le siège chinois. Là-dessus, ils expliquent qu'ils ont... il explique, c'est pas jugé, mais il explique que du coup, les données étaient détournées, des utilisateurs américains étaient détournés et renvoyés pour être renvoyés au gouvernement chinois, et certains étaient, suivant les discours des gens, étaient rétrogradés, voire supprimés. Voilà.
Je vous fais juste une petite news tech pour le plaisir. Et on enchaîne par une news qui est plus dans le monde audiovisuel qu'on vous couvre. NBC va faire un très très gros pari. Visiblement, ils ont décidé que Peacock, donc leur plateforme, leur Netflix aux États-Unis, va être le hub sur la couverture des JO. Ils s'engagent à 9 heures de live par jour et ils espèrent que ça va être un moyen de faire exploser la plateforme aux États-Unis. C'est un pari très risqué parce que vous allez me dire, je pense que le public qui veut voir les JO va aller le voir là où il peut, mais le truc c'est que il y a eu des tentatives dans le monde du sport où les audiences n'étaient pas au rendez-vous, donc les publicités payées étaient catastrophiques et du coup il y a eu des pertes colossales. NBC fait vraiment un très très gros pari pour sa plateforme Peacock et on peut imaginer que s'ils font ça, c'est que derrière ils ont des prévisions d'avoir plus que les JO, parce que les JO c'est très bien mais ça va être sur un temps assez court parce qu'il faut justifier un abonnement sur un an, on le rappelle, donc potentiellement il faut s'attendre à des annonces de contenu du côté de Peacock bientôt. Est-ce que tu veux faire ta news ou j'enchaîne par deux petites news supplémentaires? Ouais, bah moi j'ai une dernière news pour vous dire que là il y a un petit jeu qui vient de sortir sur Nintendo, donc The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et le producteur de la série, donc Eiji Aonuma, que les fans de Zelda ne me jettent pas des petits cailloux, pour le massacre de son prénom et de son nom. Là j'ai fait la totale. T'inquiète pas, les fans de Zelda ils envoient des boomerangs, ça leur revient. Oui. Non, mais là, moi, dans le jeu, tu lances vraiment tout. Hier, j'ai mis 2 bâtons ensemble avec une énorme pierre et je l'ai balancé pour les détruire un mur. C'est super stylé. Bref, tout ça pour dire que ce monsieur, dont je ne redirai pas le nom pour éviter de remassacrer son nom, il a dit qu'il était chaud, lui, pour produire un film Zelda. Que c'était certain qu'il était partant, mais que ça ne dépendait pas de lui. Et alors là, vous allez me dire, mais quelle info monumentale. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en 2015, le Wall Street Journal a dit que Nintendo et Netflix étaient en train de travailler ensemble sur une série. Tu te rappelles qu'on l'avait couvert en 2015, ça? Eh ben, mec, on est 8 ans plus tard, on n'a plus jamais eu d'infos là-dessus, quoi. Ouais, voilà. Mais en même temps, est-ce que parce que Netflix, ça veut dire peut-être live action. Est-ce que tu voyais le live action Link avec ses petites oreilles, le petit cosplay habituel des live action Netflix? Je pense que le petit cœur aurait eu quand même un petit peu de tristesse. La série One Piece a eu des projections tests. Il paraît que c'est catastrophique. Et à propos d'adaptation d'anime en live, le film Senseiya avec Sean Bean est sorti ce week-end aux États-Unis et c'est vautré monumentalement. Je ne sais pas si le mot monumentalement existe, mais ça, s'il existe, normal. Scrap, tout est prévu. Car tu t'en parles comme si c'était un échec. Tout est prévu. Seyar, il en prend plein la gueule et c'est le 2e ou le 3e week-end quand tu crois qu'il est mort que là il revient. C'est Seyar, ça. Alors comme j'ai jamais vu les Chevaliers du Zodiaque, je ne comprends rien. À ta ref. Seyar, c'est simple. Plus il en prend plein la gueule, plus tu crois qu'il est mort, qu'il n'y a plus rien, il a perdu tous ses sens. Il n'a plus la vue, le toucher, le truc. Il revient, il défonce tout. C'est Seyar. Ah oui. C'est un peu comme Rocky, ou un peu comme Tony Yoka, sauf que Tony Yoka, il perd vraiment. Ouais, si tu veux, c'est personne de seconde zone par rapport à Seyar. Du coup, on enquille tout de suite. Non, mais à quelqu'un de génération qui connaît pas, c'est pas possible. Ok, donc on enquille. Alors je vous fais 2 petits trucs. Il y a Mel Gibson qui va réaliser un film avec Mark Wahlberg. Ça va s'appeler Flight Risk. C'est Lionsgate qui vient juste de l'annoncer. Globalement, on n'en sait rien de plus, mais c'est un binôme assez étonnant. On enquille avec ma dernière news qui est l'Observatoire européen de l'audiovisuel, donc voilà, qui vient d'annoncer un petit peu un point sur les recettes de l'Union européenne. Et les recettes de l'Union européenne, eh bien, il inclut le Royaume-Uni, feu Brexit, eh bien, ils ont augmenté de 70% les recettes cinéma en 2022 par rapport à l'année d'avant pour atteindre les 5,5 milliards. Là, on ne parle que cinéma.
et avec 250 millions de billets vendus supplémentaires sur le marché, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui amène donc à 657 millions de billets vendus en Europe sur 2022. C'est des beaux chiffres, vous allez me dire, mais est-ce que c'est si bien que ça ? Oui, c'est si bien que ça par rapport à 2021 et la pandémie. Mais par contre, en fait, ça ne représente que 67% de l'avant-pandémie. Donc, globalement, le cinéma, c'est plus ou moins 30% de moins qu'avant la pandémie. Et c'est surtout grâce à Top Gun Maverick, Avatar, The Way of the Water et les mignons, la montée du gourou ou l'ascension du gourou, je sais pas comment ils l'appellent, of Gru, qui ont vraiment porté ça. À E3, ils représentent plus de 100 millions de billets vendus sur les 657. C'est marrant parce que ce que j'ai lu, c'est que c'était beaucoup d'analyses qui disaient voilà, les habitudes ont été cassées et tout, mais il y a aussi ce truc de le monde du streaming est arrivé, quoi. Donc il y a aussi moins de raisons pour les gens d'aller voir un film quand ils se disent qu'ils vont potentiellement le voir un peu plus longtemps après, mais depuis leur maison. Et le deuxième truc que j'ai pas entendu et que je rajouterais dans le lot, c'est que on a fait un cadeau familial. Là, on a offert l'abonnement Canal+, machin, là où il y a tout. Et donc, évidemment, chaîne Cult & Click, machin, personne de ma famille qui a eu le cadeau m'a tout de suite appelé pour savoir quoi regarder. Et en fait, j'ai commencé la liste de ce qu'il y avait sur Apple TV, Netflix, Disney, Canal, etc. Et personne n'a fait oh là 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 là, attends, mais là j'ai pour 40 ans de trucs à regarder et tout, t'as pas besoin de m'en dire plus. Et il y a aussi juste une avalanche de contenu qui n'est pas facile, je pense, à gérer quand on n'est pas à fond. Et puis j'ai même pas parlé de Paramount et d'autres plateformes. Donc c'est à mon avis aussi cette avalanche de choix qui fait que les gens ont peut-être moins envie, surtout quand ils sont pas dans les grandes villes où c'est un peu plus compliqué d'aller au cinéma, ont pas peut-être moins envie d'aller se déplacer en salle. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Kerr ? Non, mais c'est pas une surprise, je trouve. Donc voilà. J'en pense rien de plus. Est-ce que tu as terminé, mon cher Kerr ? J'ai fini, mon cher Kerr, et du coup, vu que je pense qu'il est important de donner le mot de la fin à celui qui a le plus la patate et qui, définitivement... Enfin, si tu peux mettre la caméra, regarde. Là, il y en a un, moi je suis le noir, je suis le deuil, je suis dans le truc... Kerr, on est au Brésil, c'est la fête, on voit son visage, on voit ses vêtements, on se dit samba do Brasil, enfin on a envie de rire, on a envie de faire du volleyball sur la plage torse nu. Ça me fait penser aux Sopranos, où ils ont toujours des vestes un peu comme ça dans les Sopranos. Ah ouais, tout à fait. Pas ouais. Tony Soprano, tu fais un quoi que Tony en a aussi. Ouais. Voilà. Bon, le mot de la fin, mon cher Kerr. Ça sera Soprano. Et j'espère que vous avez compris qu'on parlait de la série. Est-ce que tu peux nous chanter du coup un petit couplet, s'il te plaît ? Voilà, j'en étais sûr que t'allais faire la N'hésitez pas à balancer des commentaires. Si vous connaissez des couplets de Soprano, gardez-les pour vous et commentez autre chose. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!